Destin tragique. Adèle Hugo. Devenue folle par amour? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Destin tragique, le podcast qui explore les parcours captivants et souvent tragiques de personnes connues ou inconnues à travers le monde. On croit souvent que les tragédies éclatent dans le fracas, mais certaines se tissent dans le silence, dans la lente dérive d'un cœur épris. Adèle Hugo, fille du grand poète, a traversé le monde, de Jersey à Halifax, de la Barbade jusqu'aux asiles de France, portée par une passion dévorante pour un homme qui ne l'aimait pas. Son destin n'est pas celui d'une vie brillante, mais d'une errance amoureuse, d'une obsession qui l'a lentement consumée et effacée. L'histoire d'Adèle Hugo commence maintenant. Paris, 1830. La ville est en pleine effervescence, encore marquée par les échos des Trois Glorieuses. Dans le quartier animé de la rue de Vaugirard, la demeure des Hugo se dresse, imposante et chaleureuse, refuge d'une famille déjà entrée dans la légende. C'est là, par une chaude matinée d'août, que naît Adèle, la 5e et dernière enfant de Victor Hugo, poète en pleine ascension, et d'Adèle Fouché, son amie d'enfance devenue épouse. À peine venue au monde, la petite est enveloppée d'une atmosphère de livres, de débats intellectuels et de tendresse, mais aussi de secrets et d'ombres qui flottent dans les couloirs lambrissés. La maison Hugo respire la vie. Le parquet craque sous les pas précipités des enfants, tandis que les voix résonnent. « Dédé, viens jouer avec nous !» C'est ainsi que ses frères et sœurs la surnomment. Dédé, ce diminutif tendre qui la suit toute sa vie. Le soir, la famille se retrouve autour d'un feu de cheminée. On entend le tintement délicat de la porcelaine, le crépitement du bois, les rires étouffés des enfants. Victor, pipe à la main, déclame parfois quelques vers, tandis qu'Adèle Fouché veille à la bonne tenue de chacun. Mais derrière cette harmonie apparente, certains regards sont plus lourds, certaines conversations s'interrompent à l'approche des petits. La rumeur d'une liaison entre Madame Hugo et Sainte-Beuve, parrain de la petite Adèle, flotte dans l'air sans jamais être évoquée à voix haute. Parmi ses frères et sœurs, Adèle voue une admiration sans borne à Léopoldine, l'aînée, surnommée Didine par leur père. Léopoldine, avec ses boucles brunes, son sourire doux et ses yeux pétillants, est la lumière de la maison. Elle incarne la grâce, la gentillesse, la maturité. Pour Adèle, elle est tout à la fois. Une confidente, une seconde mère, une amie précieuse. Leurs liens se tissent au fil des années, dans l'intimité de la chambre partagée ou lors de promenades dans le jardin, où les deux sœurs se racontent leurs rêves et leurs peurs. Un soir d'hiver, alors que la pluie tambourine contre les vitres, Adèle s'approche de Léopoldine, assise près du feu, un livre à la main. « Léo, tu me lis un poème ?» demande-t-elle, la voix pleine d'espoir. Léopoldine sourit, pose une main rassurante sur l'épaule de sa petite sœur. « Bien sûr, Dédé. Celui-ci parle d'un oiseau qui rêve de liberté. » La voix de Léopoldine s'élève, claire et mélodieuse, tandis qu'Adèle ferme les yeux, se laissant bercer par la magie des mots. Parfois, la nuit, Léopoldine l'autorise à dormir dans son lit. Adèle, blottie contre elle, respire le parfum de lavande et d'encre qui émane de la jeune fille. « Quand tu me parles, j'ai l'impression d'être importante, » murmure-t-elle. « Tu l'es, Dédé. Tu es unique ?» répond Léopoldine en déposant un baiser sur son front. Les journées s'écoulent, rythmées par les leçons de piano, les lectures au coin du feu, les lettres échangées en cachette. La complicité des deux sœurs est jalousée par les autres enfants, mais respectée par les parents. Victor Hugo, souvent absorbé par ses œuvres et ses engagements politiques, observe parfois ses filles d'un œil attendri, sans toujours parvenir à exprimer toute sa tendresse. Mais l'ombre n'est jamais loin. En 1843, alors qu'Adèle n'a que 13 ans, la tragédie frappe la famille de plein fouet. Léopoldine, mariée depuis quelques mois à Charles Vacquerie, s'est installée à Villequier en Normandie. Un matin de septembre, le couple décide de faire une promenade en canot sur la Seine. Le temps est incertain, le vent souffle fort. Dans la maison de Villequier, Léopoldine ajuste sa robe claire, sourit à son mari. « Charles, tu es sûr que c'est prudent ?»« Ne t'inquiète pas, Léopoldine, je suis un excellent nageur, » la rassure-t-il en riant. Mais sur le fleuve, la barque chavire soudain
emportée par une rafale. Léopoldine, prisonnière de ses lourds jupons, est entraînée sous l'eau. Charles plonge, tente désespérément de la sauver. « Tiens bon, Léopoldine !» crie-t-il, luttant contre le courant. Mais elle ne sait pas nager, se débat, s'accroche à lui. Charles replonge, encore et encore, jusqu'à ce qu'à bout de force, il choisisse de ne plus remonter, préférant mourir auprès de son épouse que de la laisser seule dans la mort. À Paris, la nouvelle parvient à Victor Hugo. Il lit l'annonce dans un journal, seul dans une auberge. Non, c'est pas possible, souffle-t-il, blême, le papier tremblant entre ses mains. De retour à Villequier, il découvre que sa fille et son gendre ont déjà été enterrés, ensemble, dans la même sépulture. Il est anéanti. « Ma Léopoldine, ma douce enfant !» gémit-il devant sa tombe, les larmes coulant sur ses joues. La maison Hugo plonge dans le deuil. Les rires ont disparu, remplacés par des chuchotements et des sanglots étouffés. Victor s'enferme dans son bureau, n'écrit plus, ou presque, pendant des années. Il garde précieusement les effets personnels de Léopoldine, vénérés comme des reliques. Adèle, elle, erre dans les couloirs, le regard vide. Elle écrit dans son journal « Je ne sais plus très bien quand j'ai cessé de sourire. Peut-être ce jour-là, peut-être un peu chaque jour après. » La lumière de Léopoldine s'est éteinte, laissant Adèle seule face à ses failles, à sa soif d'amour, à une absence qui ne sera jamais comblée. Décembre 1851. Paris bruise de rumeurs et de peurs. Dans la maison des Hugo, l'agitation est à son comble. Victor Hugo, visage fermé, rassemble ses proches dans le grand salon, où la lumière grise du matin filtre à peine à travers les rideaux épais. « Nous devons partir », murmure-t-il d'une voix grave. « Ce pays n'est plus le nôtre. » Adèle, alors âgée de 21 ans, observe son père, le cœur serré. Elle devine la gravité de l'instant dans le silence pesant qui s'installe, dans les regards échangés à la dérobée entre sa mère, ses frères et les amis fidèles venus prêter main forte. Le départ se fait dans la précipitation. Les valises s'entassent dans l'entrée, les enfants chuchotent, la peur se lit sur chaque visage. La famille quitte Paris pour Bruxelles, fuyant la répression qui s'abat sur les opposants au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. À Bruxelles, l'exil est d'abord un entre-deux, une attente fébrile. Les Hugo logent dans un appartement modeste, loin du faste parisien. Les couloirs sentent la cire et la poussière, les rues sont froides et inconnues. Victor Hugo, traqué, se terre, mais continue de dicter des pamphlets et de recevoir des amis conspirateurs. « Nous ne resterons pas », souffle-t-il un soir à sa femme. La Belgique n'est qu'une étape. Et en août 1852, la famille embarque pour Jersey, cette île battue par les vents, perdue au large de la Manche. À leur arrivée, la famille s'installe d'abord à l'hôtel La Pomme d'Or, à Saint-Hélier, avant de louer Marine Terrace, une grande maison blanche posée face à la mer. La bâtisse, cernée de rosiers et de buissons d'ajoncs, surplombe une plage de galets où le vent s'engouffre, sans relâche. La vie à Jersey est rude, mais pleine de découvertes. Les Hugo croisent d'autres proscrits, organisent des soirées littéraires, s'initient à la photographie et au spiritisme. Le soir, dans le salon lambrissé, Victor dicte ses mémoires à sa femme, tandis qu'Adèle s'isole souvent près de la fenêtre, contemplant l'horizon brumeux, le regard perdu dans les vagues. Un après-midi de printemps, alors que la famille se promène sur la grève d'Azette, Adèle, vêtue d'une robe claire, s'arrête pour ramasser un coquillage. C'est là qu'elle croise Albert Pinson, jeune officier britannique, grand, élégant, la moustache soignée, le regard vif. « Mademoiselle Hugo, permettez-moi de vous aider », dit-il en s'inclinant légèrement, ramassant le coquillage tombé à ses pieds. Adèle rougit, esquisse un sourire timide. « Merci, monsieur. » Pinson, Albert Pinson, à votre service. Les jours suivants, Pinson apparaît à plusieurs reprises lors des réceptions organisées par les exilés français. Il danse avec Adèle lors d'un bal improvisé dans le salon de Marine Terrace. Les chandeliers projettent des ombres mouvantes sur les murs. La musique du piano emplit la pièce et Adèle, gracieuse mais réservée, se laisse entraîner dans une valse. « Savez-vous que vous dansez merveilleusement, mademoiselle Hugo ?» glisse Albert, un sourire en coin.
Je n'ai guère eu l'occasion d'apprendre à Paris, répond Adèle, la voix douce. Mais ici, tout est différent. Un soir, alors que la brise marine souffle fort, Albert lui tend un camélia blanc, fraîchement cueilli dans le jardin. Pour vous, Adèle. Elle retient son souffle, serre la fleur contre son cœur. Il m'a offert un camélia, un seul, blanc. J'ai cru mourir de joie, confiera-t-elle plus tard dans son journal. Il m'a demandé si je lisais Byron. C'était un signe, je l'ai su, tout de suite. Mais dans la maison, tout le monde n'est pas dupe. Victor Hugo, attentif, observe sa fille, inquiet. Un soir, alors qu'Adèle s'apprête à rejoindre une promenade sur la plage, il l'interpelle dans le vestibule, la voix grave. Adèle, prends garde à ce jeune homme. Il n'est pas digne de toi, il joue, il papillonne. Il ne veut pas t'épouser. Adèle baisse les yeux, serre le camélia dans sa main. Tu ne comprends pas, père. Il m'aime, j'en suis sûre. Mais déjà Adèle s'enferme dans un monde qu'elle façonne à son image. Elle consigne dans son journal la moindre parole, le moindre regard d'Albert, les gestes infimes qui, pour elle, deviennent promesses. Dans sa chambre, à la lueur d'une bougie, elle écrit avec application. Ce soir, il m'a souri. Il a dit mon prénom. Il sait que j'existe. Bientôt, elle commence à signer ses lettres. Adèle Pinson. Elle écrit à ses proches qu'elle va se marier. N'en parle pas comme d'un rêve, mais comme d'un fait certain. Les années passent, rythmées par l'exil de la famille Hugo, d'abord à Jersey en 1852, puis à Guernesey en 1855, où Victor Hugo s'installe à Hauteville House pour écrire ses plus grands chefs-d'œuvre. Dans cette maison surplombant la mer, Adèle s'enferme dans l'attente et l'obsession. 8 années de silence sont entrecoupées de lettres jamais envoyées, de soupirs, de journaux intimes où elle grave ses espoirs et ses rêves d'amour avec Albert Pinson, qu'elle idéalise et s'imagine déjà fiancé. Pendant que Pinson poursuit sa carrière militaire, voyageant et s'éloignant, Adèle, elle, attend, se nourrit de chimères et s'enfonce dans un récit où elle est sa destinée. En 1863, lorsqu'elle apprend qu'il est parti au Canada, elle prend une décision irrévocable. Contre toute raison, contre l'avis de sa famille, elle quitte discrètement la maison familiale de Guernesey, à l'aube, à 33 ans, le visage marqué par la mélancolie et la détermination. Dans son petit sac de cuir, elle glisse quelques économies et l'adresse du régiment de Pinson, à Halifax, portée par la conviction inébranlable que le destin la guide. Elle laisse derrière elle une lettre énigmatique, feignant de partir voir sa mère à Paris, mais c'est vers le nouveau monde que bat déjà son cœur. La traversée de l'Atlantique est longue et éprouvante. Le paquebot tangue sur une mer grise et glaciale, secouée par les vents et la pluie. Les cabines sont étroites, imprégnées d'odeurs de sel et de charbon. Adèle, assise près d'un hublot embué, regarde l'écume danser sur les flots. Autour d'elle, les passagers parlent anglais, français, parfois allemand. Les conversations se mêlent au grondement des machines. Une vieille dame, emmitouflée dans un châle, l'interpelle. « Vous voyagez seule, mademoiselle ?» Adèle esquisse un sourire, le regard lointain. « Oui, madame, je vais retrouver mon époux. Il ne sait pas encore que je suis là, mais quand il me verra, tout rentrera dans l'ordre. » Nuit après nuit, elle note dans son carnet les détails du voyage. La tempête qui secoue le navire, la silhouette spectrale d'un phare dans la brume, le visage fermé du capitaine. Mais rien ne l'effraie, ni le mal de mer, ni la solitude, ni la peur de l'inconnu. Elle se répète, comme une prière, « Je n'ai besoin de rien, je suis venue retrouver mon époux. » Après plusieurs semaines, la côte se dessine enfin à l'horizon. Halifax, port militaire et commerçant de la Nouvelle-Écosse, apparaît dans la lumière blafarde du matin. La ville, ceinte de collines boisées et de fortifications, bruisse de l'activité des soldats et des marins. Les rues sont bordées de maisons en bois peintes de couleurs vives, les quais encombrés de caisses, de tonneaux, de charrettes grinçantes. Au loin, la citadelle domine la ville, imposante, surveillant le grand port naturel où mouillent les navires de la Royal Navy. Adèle descend à terre, le cœur battant. Elle demande son chemin, interroge un cocher, puis se dirige vers la caserne du 16e régiment d'infanterie anglaise. Les soldats, en uniforme écarlate, la regardent avec curiosité. « Je cherche le lieutenant Pinson, » dit-elle d'une voix tremblante, mais ferme. Un sergent, moustache en bataille, la jauge d'un air perplexe. « Le lieutenant est occupé, madame. Voulez-vous laisser un message ?»« Non, je l'attendrai. » Les jours passent. Adèle arpente les rues de Halifax, guettant la silhouette d'Albert à la sortie de la caserne.
Elle écrit chaque jour à Albert des lettres enflammées, qu'elle glisse sous la porte de la caserne ou qu'elle confie à des soldats compatissants. Elle interroge les officiers, les domestiques, les passants. Dans une petite pension de famille, la logeuse, une Écossaise à la voix rauque, la regarde avec inquiétude. « Vous attendez quelqu'un, mademoiselle Hugo ?»« Oui, mon fiancé, » répond Adèle, le regard brillant. « Je suis venue de France pour lui. » La logeuse hoche la tête, sceptique. Un soir de pluie battante, Albert finit par apparaître, silhouette droite sous son manteau militaire. Elle s'élance vers lui, haletante, les cheveux trempés, les mains glacées. « Albert ! Albert, c'est moi !» Il s'arrête, visiblement embarrassé, jette un regard autour de lui pour s'assurer que personne ne les observe. « Mademoiselle Hugo, je vous en prie, ce que vous imaginez, c'est insensé. Rentrez en France. Il n'y a rien entre nous. Il n'y a jamais rien eu. » Adèle, la voix brisée, s'accroche à son bras. « Ce n'est pas vrai. Tu as peur. Tu ne comprends pas. Nous sommes déjà unis. Devant Dieu. » Albert se dégage, ferme la porte derrière lui. Dans les semaines qui suivent, la rumeur d'une Française étrange se répand dans la ville. On la voit rôder près de la caserne, interroger des officiers, écrire sans relâche. Certains la prennent en pitié, d'autres la fuient. Les enfants chuchotent en la croisant. « C'est la dame aux yeux noirs. Elle parle toute seule. Elle attend un soldat qui n'y viendra jamais. » Adèle, pourtant, ne renonce pas. Chaque geste d'Albert, chaque mot, chaque silence devient pour elle une preuve d'amour contrariée, une promesse à déchiffrer. Elle commence à signer ses lettres. Adèle Pinson s'invente un mariage et crée à sa famille que tout est accompli. Mais la réalité cruelle s'impose chaque jour davantage. Halifax n'est pas la terre des retrouvailles, mais le théâtre d'une obsession qui la consume et l'isole sous le ciel gris du Nouveau Monde. Halifax, hiver 1864. Les vents de l'Atlantique s'engouffrent dans les ruelles étroites, giflant les façades de bois peintes de la ville portuaire. C'est dans ce décor austère qu'Adèle Hugo, silhouette amaigrie sous un châle élimé, traîne sa solitude. Elle a trouvé refuge dans une pension misérable, à l'écart du tumulte militaire, une bâtisse décrépite où le froid s'insinue par les fenêtres mal jointes. La chambre qu'elle occupe est minuscule. Un lit de fer grinçant, une table bancale couverte de papier froissé, une bougie qui vacille dans la pénombre. Les autres pensionnaires, marins de passage, veuves sans ressources, la dévisagent avec une curiosité mêlée de crainte. On chuchote sur cette Française au regard fiévreux qui parle seule dans les couloirs et s'habille de façon étrange, parfois en robe de bal fanée, parfois en manteau d'homme, toujours coiffée à la hâte. Dans la salle commune, la logeuse, Mrs. Saunders, la regarde d'un air inquiet. « Mademoiselle Hugo, voulez-vous un peu de soupe ?» Adèle secoue la tête, les yeux fixés sur la fenêtre embuée. « Non merci, j'attends quelqu'un. » Les jours passent, rythmés par le bruit du vent et le passage des fiacres sur les graviers détrempés. Adèle ne vit plus que pour l'attente. Elle écrit sans relâche, noircissant des pages entières de lettres, de journaux, de fragments de phrases qu'elle répète à l'infini. Les mots s'entassent, obsessionnels, sur la table et le plancher. « Albert m'aime, il me l'a dit, avec les yeux. Il va venir, il m'épousera. Je suis Adèle Pinson. » Parfois elle sort dans la rue, le visage pâle, les mains nues malgré le froid. Elle guette la silhouette d'Albert à la sortie de la caserne, interroge les soldats, laisse des billets sous la porte du mess. Les habitants de Halifax commencent à parler d'elle comme d'une présence troublante, un fantôme errant dans la brume. Un soir, alors qu'elle attend sous la pluie, un officier la croise et s'arrête, gêné. « Mademoiselle Hugo, il faut rentrer. Vous allez tomber malade. » Adèle, la voix tremblante, murmure. « Il va venir, je le sais, et il le faut. » Son état se détériore. Elle mange à peine, se nourrit de pain sec et de thé froid, dort peu, hantée par des rêves où Albert lui tend la main. Elle parle seule, parfois à voix haute, dans la rue ou la pension, répétant les mêmes phrases, les mêmes promesses. Les enfants la montrent du doigt, les adultes l'évitent ou la plaignent. Dans la chambre, elle se contemple dans le miroir fêlé, ajuste maladroitement une broche sur sa poitrine. « Aujourd'hui, il viendra », souffle-t-elle, les yeux brillants de fièvre. Mais la réalité la rattrape. Albert, las de ses visites et de ses lettres, quitte Halifax pour la Barbade. La nouvelle tombe comme une sentence. Les voisins entendent, cette nuit-là, Adèle sangloter dans l'obscurité, déchirer ses feuillets, supplier le destin. « Je dois le rejoindre. Il m'attend. Il ne le sait pas encore, mais il m'attend. » répète-t-elle à Mrs. Saunders, qui la regarde, impuissante. Contre toute raison,
Adèle rassemble ses maigres affaires, emprunte de l'argent à la logeuse et embarque sur un navire en partance pour les Caraïbes. Son obsession la pousse toujours plus loin, dans une fuite éperdue à travers l'océan, poursuivant un amour qui n'existe que dans ses propres mots, dans ses propres rêves. La Barbade, 1866. L'île, écrasée par la chaleur tropicale, vibre au rythme des alizés et du bourdonnement des insectes. Les palmiers se balancent doucement au-dessus des longues plages de sable blanc, tandis que dans les rues animées de Bridgetown, les marchands crient leurs fruits exotiques et les soldats britanniques en uniforme écarlate patrouillent dans les maisons de pierre et de bois. Mais au milieu de cette vie colorée, une silhouette détonne, celle d'Adèle Hugo, arrivée seule, épuisée, méconnaissable. Sa démarche est hésitante, ses vêtements sont sales, dépareillés, bien loin de l'élégance parisienne de son enfance. Sous le soleil implacable, sa peau pâle se couvre de taches rouges. Les habitants, intrigués par cette étrangère au regard fiévreux, murmurent sur son passage. Elle erre, souvent pieds nus, dans les ruelles poussiéreuses, répétant inlassablement les mêmes phrases, parfois dans un français incompréhensible pour les locaux. Dans la petite pension où elle trouve refuge, la logeuse, une femme créole au sourire las, la regarde avec inquiétude. « Mademoiselle, vous n'avez pas mangé ce matin. Voulez-vous un peu de soupe ?» Adèle secoue la tête, les yeux fixés sur la fenêtre ouverte, d'où montent les effluves de canne à sucre brûlée. « Non merci, j'attends mon mari. Il va venir me chercher. » Chaque matin, Adèle se rend à la caserne du 16e régiment d'infanterie britannique, où Albert Pinson est en poste. Sous la chaleur moite, elle attend des heures, assise sur un muret, le regard perdu vers la grille. Les soldats la connaissent, certains la saluent par politesse, d'autres rient sous cape. Un officier gêné s'approche un jour. « Madame Pinson, vous devriez rentrer. Le lieutenant n'est pas là. »« Je suis sa femme, » répond-elle, la voix cassée. « Il va venir. Il me l'a promis. » Les jours, les semaines passent. Adèle s'accroche à son illusion, répète à qui veut l'entendre qu'elle est l'épouse d'Albert. Elle écrit des lettres, griffonne des mots sur des bouts de papier qu'elle tente de remettre à la caserne ou qu'elle garde précieusement dans la poche de sa robe. Son état se détériore. Elle ne prend plus soin d'elle, oublie de se laver, de se nourrir. Les enfants la montrent du doigt, les adultes la fuient ou la plaignent. Dans les rues de Bridgetown, on la voit parfois parler seule, s'adresser à des passants invisibles ou s'arrêter brusquement, comme frappée d'une révélation. « Il va venir, chuchote-t-elle, les yeux écarquillés. La situation finit par alarmer les autorités locales. Une femme française, seule, sans ressources, visiblement malade, attire l'attention du consul de France. Celui-ci, bouleversé par la détresse de la jeune femme, écrit à Victor Hugo. « Votre fille est dans un état mental préoccupant. Il est urgent qu'elle soit rapatriée. » À la Barbade, Adèle n'est plus que l'ombre d'elle-même. On la croise, hagarde, errant comme une âme en peine, les cheveux défaits, murmurant des fragments de phrases, obsédée par un amour qui n'existe plus. Albert Pinson, indifférent, a depuis longtemps cessé de répondre à ses avances. Il quitte la Barbade en 1869 pour l'Irlande, où il épousera une autre femme. Adèle, elle, ne réagit ni par la colère, ni par la jalousie. Elle s'enfonce dans la folie, prisonnière de ses illusions. C'est alors qu'une femme, Madame Céline Alvarez Bas, une Barbadienne d'origine africaine, prend pitié d'elle. Un soir, dans la petite chambre où Adèle se terre, Madame Bas frappe doucement à la porte. « Mademoiselle Adèle, venez, il faut manger un peu. » Adèle lève vers elle un regard vide, mais se laisse guider. « Je dois attendre Albert, » murmure-t-elle, comme un enfant perdu. « Vous n'êtes plus seule, » répond Madame Bas avec douceur. « Nous allons vous aider. » Grâce à la générosité de Madame Bas et à l'argent envoyé par la famille Hugo, Adèle est finalement prise en charge. Son état est tel qu'il faut l'accompagner jusqu'en France, où elle arrive en 1872, à l'âge de 42 ans, brisée, silencieuse, méconnaissable. C'est un matin d'hiver 1872, sous un ciel bas et gris, qu'Adèle Hugo foule à nouveau le sol français. Elle descend du train à la gare de Saint-Nazaire, accompagnée de Madame Céline Alvarez Bas, la bienfaitrice qui l'a recueillie à la Barbade et qui veille sur elle avec une sollicitude inquiète. Adèle amaigrie, le regard vague, serre contre elle un petit sac de voyage élimé, tout ce qui lui reste de ses années d'errance. Son visage, autrefois lumineux, est marqué par la fatigue et la confusion. Ses cheveux sont en désordre,
Son regard semble toujours chercher quelque chose, ou quelqu'un, dans le vide. À Paris, Victor Hugo, informé de l'état de sa fille, prend une décision sans appel. Adèle sera placée chez le docteur Alix, un vieil ami de la famille, le temps de trouver une solution plus durable. La maison de santé, située en lisière du bois de Vincennes, à Saint-Mandé, est un vaste bâtiment austère, aux murs couverts de lierre, où règne une odeur persistante de camphre et de cire. Les couloirs résonnent au bruit des clés, des pas feutrés des infirmières, des murmures des pensionnaires. Dès son arrivée, Adèle est installée dans une petite chambre donnant sur le parc. La fenêtre, protégée par des barreaux discrets, laisse passer la lumière pâle de l'hiver. Sur une table, on a disposé du papier, des plumes et un piano droit, car on sait qu'Adèle trouve parfois un petit peu de paix dans la musique. Une infirmière au visage doux et fatigué s'approche d'elle. « Voulez-vous écrire une lettre, mademoiselle Hugo ?» Adèle lève les yeux, hésite, puis murmure. « Je préfère attendre Albert. Il va venir me chercher. » Les jours s'étirent dans une routine monotone. Adèle écrit sans relâche, noircissant des pages de son écriture fine, parfois en langage codé, parfois en phrases décousues. Elle parle souvent toute seule, s'adresse à des personnes invisibles, récite à voix basse des poèmes de son père ou des fragments de lettres d'amour. Un matin, alors que la brume enveloppe le parc, une infirmière la surprend, debout près de la fenêtre, murmurant « Je suis l'épouse du lieutenant Pinson. Il va venir me chercher. Il me l'a promis. » La maladie progresse. Le diagnostic tombe, implacable. Psychose délirante chronique. Les médecins notent dans le registre hallucinations auditives et visuelles, idées fixes, délire d'identification. Parfois, Adèle ne reconnaît plus personne. Elle regarde les visiteurs d'un air absent, confond les visages, s'adresse à eux comme à des personnages de son passé. Lors de ses rares visites, Victor Hugo, vieilli, bouleversé, reste debout dans l'ombre, incapable de s'approcher. Peut-être par honte, peut-être parce qu'il ne supporte pas la vision de sa fille brisée. Il finit par ne plus revenir. Dans une lettre, il confie à un ami. Son idée fixe de personne invisible qui lui parle ne la quitte jamais. Après la mort de Victor Hugo en 1885, c'est Auguste Vacquerie, le premier amour d'Adèle, qui devient son tuteur. Il veille à ce qu'elle ne manque de rien et la fait transférer à l'hôpital de Suresnes, installé dans un ancien château surplombant la Seine. Là, la vie d'Adèle s'écoule dans un silence pesant, entre les murs épais, rythmé par le son lointain des cloches et le passage des infirmières. Parfois, des visiteurs s'étonnent de la voir assise au piano, jouant des mélodies douces, le regard perdu. D'autres fois, elle reste des heures immobile, fixant le jardin à travers la fenêtre, murmurant des mots que personne ne comprend. Son défunt père l'appelait autrefois la pauvre folle, mais au fond peut-être qu'Adèle n'était que le miroir le plus cru d'un monde trop dur pour les cœurs vulnérables. Elle a aimé son retour, elle a cru sans preuve, elle a espéré contre toute raison. Adèle Hugo est morte en 1915, dans un asile, oubliée de presque tous. Elle avait 85 ans, elle aura passé 40 de ces années enfermée, seule avec ses souvenirs. Et pourtant, dans chaque mot qu'elle a griffonné, dans chaque silence qu'elle a porté, il y a une trace, la trace d'un amour plus fort que la folie. Dans un de ses carnets, Victor Hugo a écrit un jour « Ma fille Adèle vit encore, mais son âme est ailleurs. Je la vois parfois marcher dans le jardin sans me reconnaître. Elle parle à l'ombre d'un homme qui n'est pas là. Elle écrit des lettres qu'elle ne poste pas. Et moi je l'aime. Je l'aime comme on aime un être qu'on ne peut plus atteindre. »